Et nous retrouvons un nouveau flash valdoisien avec Alexis Duvauchel. Dassault Aviation va délocaliser son site historique d'Argenteuil. La mairie de la ville annonce que le constructeur aéronautique a accepté l'offre de Cergy pour le déplacement de l'usine qui emploie 800 personnes. Argenteuil avait pourtant proposé des offres à la multinationale pour pouvoir la garder sur son territoire, notamment la refonte de l'usine actuelle et la mise à disposition de différents terrains municipaux à proximité de la route de Cormeilles. Et toutes ces offres ont été déclinées. Le délai de livraison des terrains n'était pas assez rapide pour Dassault, pour le maire d'Argenteuil, Georges Notron, qui souhaite rencontrer le Premier ministre à ce sujet. Dassault Aviation est présent dans la ville d'Argenteuil depuis 1951. 1800 foyers privés d'eau chaude dans les quartiers du Grand Centre à Cergy et de Saint-Martin à Pontoise vendredi, après une fuite dans le réseau de chauffage dû au froid. Une fuite qui a causé un dégagement de fumée blanche en plein grand centre de la ville, au croisement des boulevards du Port et de l'Oise. L'entreprise d'Alca, délégataire de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise pour gérer le réseau de chauffage urbain, a tenté vendredi après-midi de localiser la source exacte de la fuite. Le même incident avait déjà eu lieu il y a 2 semaines, causant le non-fonctionnement du chauffage pour les mêmes foyers pendant plus de 24 heures. C'est toi qui vas nous dire tout ça. 1500 personnes rassemblées à Agnières-sur-Oise et Pierre en soutien à Emma et Hugo, ces 2 enfants de Musarche âgés de 1 et 3 ans et atteints d'une maladie rare, la maladie de San-Filippo. Un feu d'artifice a été organisé pour samedi soir. Leurs parents, Alicia et Julien, tentent depuis l'année dernière de récolter 4 millions d'euros pour tenter un essai clinique afin de stopper la progression de la maladie. Il était possible de faire des dons directement sur place. Un stand de jouets était également installé. Et au total, un peu plus de 3 500 euros ont été récoltés. La cagnotte globale atteint pour l'heure les 1 415 000 euros. L'association malienne de Cergy-Pontoise a organisé une distribution de repas pour les migrants installés à la patinoire de Cergy. C'était samedi soir. Les bénévoles de cette structure créée il y a 2 ans ont passé toute la journée autour des tables. Migrants membres de l'association et bénévoles ont partagé un repas dans la bonne humeur. 200 réfugiés ont pu profiter de cette soirée et l'association compte bien réitérer ce type de repas solidaire à l'avenir. Et enfin, à Montmorency, la communauté d'agglomération Plaine Vallée met en place un dispositif permettant aux demandeurs d'emploi d'effectuer gratuitement un bilan de compétences pour les accompagner dans leur évolution de carrière ou leur reconversion professionnelle. L'aide s'adresse aux demandeurs d'emploi du territoire inscrits ou non à Pôle emploi et ayant plus de 5 ans d'activité professionnelle. Avec l'aide d'un consultant spécialisé, les bénéficiaires pourront identifier et valoriser leurs compétences professionnelles et personnelles et analyser leurs aptitudes et leurs motivations. Pour s'inscrire au dispositif, il faut se rendre sur le site emploi-plainevallée.fr. Merci beaucoup Alexis Duvauchel. Nous vous retrouverons à 12h15 pour un nouveau point complet sur l'actualité valdoisienne lundi 21 janvier 2019. Très bonne semaine une nouvelle fois avec IDFM Radio Regain, la radio la plus valdoisienne de la bande FM. Et d'ici quelques minutes, vous avez rendez-vous avec l'émission de Florence Sueur, le bar de l'économie. À demain 7h. Philippe, pour les musiques, j'ai mis dans l'ordre, j'ai numéroté. Non, c'est pas là. Ouais, dans le dossier. Du jour 21. Quelqu'un pourrait récupérer des sacs pour qu'on en fasse gagner quelques-uns à l'antenne. Quel sac? Le samedi. Ah oui, il faut voir s'il en reste. Le Ilac. Il faut voir, oui, à Ilac Anguin. Il faudrait que je demande s'il en reste. Je vais me le noter. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine et 90 minutes d'économie, comme tous les matins cette semaine, avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Pierre-Louis Marmillot nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour. Pierre-Louis est en études, il est en stage avec nous, il fait des études à Strasbourg et il va rester avec nous pendant 1 mois, il va nous aider à faire les infos. Donc merci beaucoup Pierre-Louis. Et puis aujourd'hui, bonne nouvelle, nous retrouvons Bruno Vigoureux qui avait eu un petit souci de santé, mais ça va mieux, ça y est, nous sommes contents. Bonjour Bruno et puis bonne année surtout. Et bonne année à tous. Vers 10h, nous retrouverons Pascal Boniface pour sa rubrique Comprendre le monde. Il interviewe aujourd'hui Catherine Vitol de Wenden, directrice de recherche au CNRS, la spécialiste française des réfugiés. Mais tout de suite, j'accueille Fabrice Evrard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune expert comptable installé à votre compte. Vous avez publié plusieurs livres pour aider les étudiants à passer leurs examens, pour vulgariser aussi la complexité administrative. Et puis, donc, vous avez surtout... Vous êtes investi dans les ICO, l'Initial Coin Offering. Donc avec vous, on parlera justement des ICO, des composantes de la loi Pacte. Peut-être vous nous parlerez du prélèvement à la source, mais aussi on aimerait votre explication sur la flat tax, parce qu'on n'en a pas encore parlé à l'antenne aujourd'hui.
Va nous rejoindre tout à l'heure, mais par téléphone, Brice Pinault. Brice Pinault a co-présidé la société Harvest, qu'il a créée, il co-préside donc la société Harvest qu'il a créée il y a 28 ans. Ils éditent des logiciels spécialisés dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Sa clientèle est large, réseau bancaire, compagnie d'assurance, mutuelle, banque privée, expert comptable. Harvest est une société qui a réalisé 25,8 millions de chiffres d'affaires. Et puis, elle est cotée depuis 2005 sur l'Euronext, donc elle est cotée en bourse. Alors, avec Brice Pinault, nous lui poserons 3 questions. Comment un particulier peut optimiser au mieux donc, son conseil patrimonial et surtout bien mieux investir parce que Brice Pinault a identifié 3 leviers pour orienter les épargnants vers des déplacements plus productifs. Et puis, dernière question, le digital, un tremplin pour la transformation des acteurs du patrimoine. On verra ça avec lui tout à l'heure. Mais tout d'abord, comme d'habitude, c'est les infos du jour. Eh bien, la première, c'est, j'espère que ce matin, vous avez pu voir ce phénomène extraordinaire. C'est l'éclipse totale de lune. Il fallait se lever tôt, effectivement. Ça commençait à partir de 6h30. Moi, personnellement, je l'ai vu. Je suis sortie même pour marcher dehors, pour la voir pendant 3 quarts d'heure. La pleine lune est passée dans l'ombre de la Terre. La lune a donc pris une teinte rouge car les rayons du soleil ne l'atteignaient plus directement. Et une petite partie de ces rayons rouges était filtrée par l'atmosphère de la Terre. Voilà, par l'atmosphère donc terrestre, puis réfractée vers la Lune. Les éclipses totales de Lune correspondent à un concours de circonstances rares. Il faut que la Terre se situe exactement entre le Soleil et la Lune. La prochaine éclipse totale aura lieu le 16 mai 2022, donc en mai. Et en mai, on n'a pas toujours des temps aussi clairs qu'en hiver. Entre-temps, nous pourrons voir des petites éclipses partielles. Deuxième info du jour. Eh bien, le département du Val d'Oise accompagne ces jeunes dans leur avenir depuis déjà 7 ans. C'est le dispositif Entrée dans la vie active, le EVA. 20 jeunes ont été retenus, dont 13 pour le passage du permis B, 5 sur le volet de la formation et 2 pour l'achat d'un véhicule d'occasion pour exercer leur métier, par exemple, là en l'occurrence, d'assistant d'éducation et de coach sportif. Depuis 2011, le dispositif EVA a permis d'aider 3400 jeunes valdoisiens de moins de 26 ans. Il vise ce dispositif à favoriser l'accès à l'emploi en apportant aux jeunes une aide financière pouvant aller jusqu'à 1 500 € dans le cadre de la réalisation d'un projet professionnel et via notamment le financement d'une formation, du permis de conduire ou encore d'une aide à la création d'une activité ou au logement. Ça, c'est la nouveauté 2018. Des nouvelles modalités d'attribution s'étendent au volet logement et elle sera versée en 2 fois, cette aide, pour participer d'une part au dépôt de garantie et puis aussi à un déménagement et puis un petit peu des frais de loyer. Au terme de ces 7 ans, eh bien, ce dispositif, je vous l'ai dit, a permis d'accompagner 3495 jeunes en Val d'Oise. En 2018, c'est 323 jeunes qui en ont bénéficié. Autre info du jour, eh bien, c'est sur la ville de Montrouge. En 2019, Montrouge veut être une ville plus durable. En février, ils vont inaugurer les 4 premières stations de bornes de recharge pour les voitures électriques afin de faciliter les déplacements et la vie au quotidien de ceux qui possèdent donc un véhicule électrique. Fabrice Evrard, ça vous interpelle? Vous êtes En fait, oui, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé avec les Autolib, c'est-à-dire les bornes électriques. Une fois que Autolib a perdu, le contrat s'est arrêté, devait rétrocéder les bornes. Donc les bornes physiques ont bien été rétrocédées, sauf que le logiciel qui fait fonctionner en gros la prise électrique est un format propriétaire. Du coup, on ne peut pas. Voilà, personne ne peut l'utiliser. Donc j'espère que la mairie de Montrouge aura veillé à ce que ce soit un logiciel non propriétaire. Eh bien, on leur posera la question au mois de février, puisque l'inauguration, c'est en février. Autre innovation dans le domaine de l'environnement et du développement durable, c'est Marseille cette fois. Elle aussi, une nouvelle forme de mobilité, mais eux, ils ont choisi une flotte de trottinettes électriques de la société LIM. Plusieurs centaines de trottinettes. Ce nouveau mode de déplacement non polluant complète ainsi l'offre de mobilité mise en place par la municipalité pour les courtes distances comme les bornes de vélo. L'objectif est de mettre à disposition du public des outils d'une mobilité propre qui participent à l'apaisement des centres-villes. Il y a beaucoup de monde effectivement au centre-ville de Marseille. Et puis donc comme ça on pourra mieux vivre et peut-être mieux respirer. Là aussi Fabrice Evrard, ça vous plaît les trottinettes électriques? Je trouve ça très dangereux, c'est à peu près 100, c'est circuler à peu près à quoi 20-25 km/h, sans casque, sans règle de sécurité. J'espère que la mairie aura anticipé les éventuels problèmes.
Merci beaucoup Fabrice Ovrard. Alors Brice Prinot, vous êtes avec nous. Bonjour Brice Prinot, donc je vous ai présenté quelques minutes. Donc comme je l'ai dit en introduction, nous vous poserons tout à l'heure 3 questions. Là nous sommes dans les infos. Peut-être que vous voudrez en commenter certaines. Donc avec vous 3 infos. Comment un particulier peut mieux optimiser au mieux son conseil patrimonial, ce sera tout à l'heure. Bien sûr, vous avez identifié 3 leviers justement pour orienter les épargnants vers des placements plus productifs. On aimerait savoir lesquels. Et puis, troisième question, c'est le digital, un tremplin pour la transformation des acteurs du patrimoine. Mais tout de suite, on poursuit dans nos infos. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes en compagnie de Fabrice Ovrard, qui est un jeune expert comptable. Et avec lui, on parlera des ICO, de l'Initial Coin Offering et des composantes de la loi Pacte, puis aussi de la flat tax. Il nous expliquera tout à l'heure la flat tax, puisqu'on n'a pas encore évoqué ce sujet au bar de l'économie. Alors, je continue avec mes infos du jour. Autre info du jour, c'est le chiffre du jour. Le secteur privé français a créé 65 240 emplois en 2018, d'après des effectifs déclarés, bien sûr, par les entreprises dans le secteur privé non agricole. Alors, par secteur, c'est le commerce en premier, avec plus de 23 700 emplois. Ensuite vient le service aux entreprises, 21 720 emplois. Puis vient la fabrication industrielle, 9 800 emplois, le transport, 4 300, j'arrondis bien sûr, les services financiers, 2 220 exactement. Par contre, c'est l'immobilier qui a perdu 1 700 emplois, donc c'est quand même un signe en général de moyenne santé pour un pays que de perdre de l'emploi en immobilier. Fabrice Ovrard, vous voulez réagir ? En fait, c'est surtout l'information on va dire quantitative, mais j'aime bien, je privilégie toujours les informations qualitatives, c'est-à-dire quels sont les types d'emplois qui se cachent derrière ces chiffres. Est-ce que c'est des CDI, des CDD, des temps complets, des temps partiels, enfin, ça mériterait un petit peu plus de développement. Brice Prinot, vous aussi, vous êtes d'accord ? Eh bien, espérons qu'effectivement, on puisse aller mieux dans les mois et que ça donne beaucoup d'emplois, et notamment que le secteur de l'immobilier retrouve un peu de joie. Voilà. Alors, un petit rendez-vous ensuite, autre info du jour, c'est la première édition des États de l'air dans les locaux de la Direction générale de l'aviation civile, et ça va se passer le 7 février à Toulouse. C'est pour ça que je vous en parle aussi longtemps à l'avance. C'est pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez vous y rendre. Donc, ça va être comme des masterclass. Cette journée sera rythmée par plusieurs temps de réflexion et d'échange entre professionnels sur la vision du transport aérien dans les 10 prochaines années. Et au travers de conférences, d'ateliers, vous pourrez poser toutes vos questions d'actualité, que ce soit sur la cybersécurité, la réglementation, le big data ou les drones. Je vais vous donner quelques thèmes. Big data et intelligence artificielle vont-ils changer les modèles commerciaux et opérationnels du transport aérien ? L'évolution des risques sur la sécurité et sur la cybersécurité dans l'aérien, ça c'est important. On se posera la question, le transport aérien dans 10 ans, est-ce que quelques rêves deviendront réalité ? Et puis, comment exploiter les nouveaux concepts et outils de formation dans le cadre réglementaire du transport aérien ? Ça se passe avec des grands, bien sûr, ADP, Air France, Butterfly Aero, Training, Airbus, la DGAC, bien sûr, le César JU, mais aussi le ASA, enfin bref, que des grandes entreprises, mais aussi Air Corsica, Transavia. Voilà, ça se passe à l'école de l'aviation civile, 7 avenue Édouard Belin, à Toulouse, dans le 31. Alors, dernière info du jour, eh bien, c'est Pierre-Louis, notre stagiaire, c'est sa première journée aujourd'hui. Alors, Pierre-Louis, donc la 5G au CES, on a fait un petit focus jeudi dernier sur le CES du Las Vegas, c'est ce fameux salon des nouvelles technologies qui se passe à Las Vegas. Il a fermé ses portes fin de semaine dernière. Donc vous, c'est la 5G, Pierre-Louis, qui vous a interloqué. Oui, c'est ça. Donc cette année, un des sujets qui revenait sans arrêt, que ce soit chez Microsoft, Samsung ou Intel, c'était vraiment celui de la 5G. En fait, c'était le mot qui faisait le buzz de pas mal de conférences. La 5G, ça signifie donc la 5e génération de communication dans la téléphonie mobile, et c'est ce qui suivra la 4G déjà installée en France depuis quelques années. Si le sujet revenait autant, c'est parce que ça y est, nous y sommes. En 2019, ça sera l'année de lancement de cette génération en communication. Enfin,
Plus précisément, l'écosystème autour de la 5G ainsi que les technologies l'entourant sont déjà prêtes, mais le lancement mondial devrait se faire de 2019 à 2021. On parle donc d'une arrivée en Amérique, puis suivra ensuite l'Europe, la Corée, l'Australie, avant que ça se finalise en Chine et au Japon. Ce qui veut dire qu'en France, il est fort possible que d'ici la fin de l'année, nous puissions déjà profiter de la 5G en zone urbaine. Alors la 5G, à quoi ça sert exactement ? Elle va donc évidemment accélérer de manière phénoménale la vitesse de votre débit Internet, bien plus que la 4G en comparaison à la 3G. La différence devrait donc rapidement se sentir au quotidien. On parle par exemple de pouvoir télécharger le moindre fichier en seulement quelques minutes, peu importe où on est. Cette vitesse, elle va permettre l'essor d'innombrables technologies dont on nous parle depuis des années. Un exemple pour les jeux vidéo, on parle de l'avènement de la réalité virtuelle en multijoueur, mais aussi de pouvoir jouer à un jeu vidéo en streaming, c'est-à-dire d'avoir une vidéo en temps réel du jeu auquel on joue, plutôt que nécessiter une console de jeu ou un ordinateur pour le faire tourner. Dans d'autres domaines, une démonstration a été faite où un chirurgien et une autre personne étudiaient sans le moindre problème un faux cœur, tout en étant à des coins opposés de la pièce. Le message était donc clair, les médecins vont pouvoir exercer sans le moindre risque de n'importe où ils sont dans le monde. Toujours côté médecine, on parle d'accélérer la communication entre, par exemple, les pacemakers et les médecins. Alors, un autre grand sujet autour de la 5G, c'est l'arrivée imminente de voitures sans chauffeur qui fonctionneraient grâce à cette vitesse de connexion de manière ultra sécurisée, en pouvant, grâce à ça, communiquer entre elles. Le terme Smart Cities a même été mentionné pour définir une ville où tout serait automatisé grâce à la vitesse que propose la 5G. Donc Florence, vous allez me demander que voit-on pour le futur ? Eh bien la suite c'est évidemment la 6G et l'Internet quantique. On pense donc voir arriver la 6G d'ici les années 2030. Quant à l'Internet quantique, c'est une technologie visant à totalement modifier la construction même d'Internet, mais c'est encore un stade de balbutiement. Merci beaucoup Pierre-Louis pour cette info. Je pense peut-être que nos invités du jour veulent réagir. En tout cas, Fabrice Ovrard, vous étiez au CES la semaine dernière Tout à fait. pour le compte des experts comptables. Exactement, tout à fait. J'ai eu la chance, l'opportunité en tant que futur rapporteur du congrès de l'Ordre des experts comptables pour 2019 à Paris, d'aller à Las Vegas pour un petit peu prendre des innovations. Et ce qui était assez fabuleux, c'est qu'en tant qu'expert comptable, alors les gens nous interrogeaient, donc pour là-bas, quand on est aux États-Unis, on est considéré comme CPA, et ils sont tous un petit peu interloqués de nous voir. Et en fait, on leur dit, mais non, c'est logique, si vous voyez ce que, comme on conseille les chefs d'entreprise au quotidien, on vient faire de la veille, non seulement pour nous en tant qu'experts comptables, pour notre ordre professionnel, mais on vient surtout aussi pour nos clients. Et c'est un petit peu fabuleux parce que les technologies qui ont été évoquées, la 5G et en fait, la quantité de technologies, d'innovation que j'ai vu là-bas est assez fabuleuse. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce que vous avez vu ? Alors, j'ai vu le fameux écran plat, du coup, qui se range dans un meuble. Bon, ça, c'était pour l'aspect gadget. Après, j'ai vu pas mal de startups sur l'intelligence artificielle avec de la reconnaissance faciale automatique. Donc, on voit que... Donc là, ça bouge beaucoup dans la reconnaissance. En fait, c'est opérationnel. Je suis quelqu'un de très concret, j'aime bien voir que ça fonctionne, parce qu'après, il y a les idées, la théorie. J'aime bien quand on la met en pratique. Et là, on voit que ça fonctionne, si vous passez devant la caméra, il vous dit, en fait, il arrive à détecter si votre état, votre humeur et votre âge. Et on était trois, en fait, nous sommes trois rapporteurs, Salah Moussaïd et puis Dominique Perrier, que je salue, qui, en fait, on est donc deux jeunes, Salah à peu près le même âge que moi, et Dominique un peu plus vieux. Et il a détecté les différences. À combien de mois ou d'années près est-ce qu'il... À 2 ans près. Ah oui, c'est précis. C'était plutôt... C'est fantastique. Ça fait peur en même temps. C'est impressionnant. Alors, autre innovation que vous avez remarquée, c'est cette bague pour entendre. Parlez-nous un peu, expliquez-nous ce que c'est. Alors en fait, c'était une petite bague que vous mettez sur votre doigt. Vous l'approchez de votre oreille. Alors pour les auditeurs qui connaissent la conduction osseuse, donc c'est des casques qu'on ne met pas directement dans l'oreille, c'est qu'on met à proximité de l'oreille. Et ça va faire une vibration qui va faire vibrer les osselets internes de l'oreille, oui. Exactement, et transmettre le son. Là, c'est la même chose, c'est vous approchez votre doigt de votre oreille et du coup, vous entendez le son en Bluetooth de votre téléphone. Et là aussi, c'est opérationnel, ça marche. C'est-à-dire que même à travers le CES, il y a beaucoup de monde dans les allées, même avec le bruit, en rapprochant son doigt, on arrive à entendre, pas de manière aussi propre qu'un casque standard, mais on arrive à entendre très correctement, sachant qu'on est au balbutiement de cette technologie. Merci beaucoup pour ces deux innovations assez extraordinaires. Brice Prino, vous vous intéressez bien sûr, j'imagine, au CES de Las Vegas parce que vous avez besoin dans votre métier.
Ah non, vous faites tout en interne en France? Mais vous, en tant qu'éditeur de logiciels, les... D'accord. Et donc pour vous, c'est la 5G qui vous importe le plus dans votre métier. Merci beaucoup, Brice Pinault. On va finir nos infos du jour avec Bruno Vigoureux. Alors Bruno, rebonjour. Alors quel sport ce week-end? Qu'avez-vous retenu? Bonjour Florence, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'abord de vous retrouver. Et pour commencer, permettez-moi de vous présenter à tous, chers auditeurs, le meilleur pour 2019. Alors pour vous, Florence, j'ai une bonne et une mauvaise Mince. Panos Tsitsipas et bien sûr votre idole Roger Federer, Roro comme vous l'appelez dans l'intimité, enfin c'est ce qui se dit. Et votre Roger s'est incliné en 4-7 après un match superbe dans lequel le Suisse, double tenant du titre, n'est jamais parvenu à prendre le service de son adversaire malgré près de 15 balles de break. Oh là. Il a bien changé votre Oh oui, Roger. mince. Donc, votre Roger a été battu en huitième de finale à 37 ans. J'imagine votre déception. Que dis-je, oui. votre tristesse après cette défaite. Mais, car il y a un énorme mais qui a dû vous remplir de bonheur. Roger Federer, aussitôt après cet échec, a annoncé qu'il serait présent à Roland-Garros à la fin du mois de mai. C'est ça la bonne nouvelle. Je vois tout de suite votre visage qui s'illumine, mais non, ne partez pas si vite acheter des places. Florence, attendez au moins la fin de cette chronique. Merci. Voilà donc les premières émotions de 2019, mais ce n'est qu'un début. Vous vous souvenez peut-être que fin 2018, j'avais fêté le titre de champion d'Europe des filles de l'équipe de France de handball. Depuis une semaine, ce sont les garçons qui disputent le championnat du monde en Allemagne et au Danemark, et tout va bien pour les Bleus. Après être sortis du premier tour invaincus, ils ont entamé le tour principal par une victoire contre l'Espagne samedi et une autre hier contre l'Islande. Les voilà donc qui foncent vers les demi-finales. La semaine qui s'avance peut donc être grande pour l'équipe de France qui va tout faire pour décrocher un nouveau titre mondial. Il y a une autre équipe qui fonce, c'est le Paris Saint-Germain. Samedi, il a carrément pulvérisé la pauvre équipe de Guingamp, dernière du championnat, 9-0. Oui, 9-0, soit le plus large succès de toute l'histoire du club parisien. La mauvaise nouvelle, c'est que durant ce match, le milieu de terrain Marco Verratti s'est blessé et souffre d'une entorse de la cheville. Un coup dur qui pourrait priver l'Italien du grand rendez-vous le 12 février pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions tant attendue contre Manchester United. Toujours en football, n'hésitez surtout pas à aller au stade Michel Hidalgo mardi, à 18h30 où l'Entente Sannois-Saint-Gratien, qui a réalisé un superbe exploit en éliminant Montpellier en 32e de finale, recevra un autre prestigieux club de Ligue 1 avec le FC Nantes. L'Entente aura besoin de vous, alors allez-y, foncez. En Coupe d'Europe de rugby, le Racing 92 n'a eu besoin de personne pour tracer sa route et battre Claneckley 46-33. Le voilà donc en quart de finale face à Toulouse, le Stade Toulousain qui lui aussi s'est qualifié. Il y aura donc un club français en demi-finale et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Deux coups de chapeau pour finir, un pour Clément Noël qui a remporté hier sa première victoire en Coupe du Monde en s'imposant dans le slalom de Wengen et un deuxième pour Nordine Oubali qui a réussi l'exploit de déposséder à Las Vegas l'Américain Roshi Warren de sa ceinture mondiale WBC des poids coqs au point. Donc ce sont deux énormes performances. Je voudrais juste me transformer en quelques secondes en envoyé spécial à Melbourne pour vous dire que dans le huitième de finale entre Coric et le seul Français qui reste en course, Lucas Pouille, les deux hommes sont à égalité 1-7 partout et 5-4 pour Coric, service de Lucas Pouille à suivre. Vous le voyez, Florence, dans cette année 2019 commence bien
Et on va se régaler. Maintenant, vous pouvez y aller, prendre votre place pour le prochain Roland Garros. Enfin, dès que vous aurez terminé cette émission. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup Bruno. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et Bon puis, pied, bon oeil. Voilà, bon pied, bon oeil pour le sport. Et puis à jeudi pour la chronique culinaire. Et bonne semaine à vous. Exactement. On va tout de suite passer un petit jingle et ensuite on rejoint tout de suite Brice Pinot. Ça reprend tout de suite. Voilà, aujourd'hui au bar de l'économie, je suis en compagnie de Brice Pinot, coprésident de la société Harvest, et puis de Fabrice Evrard, expert comptable installé à Paris. Brice Pinot, on va commencer avec vous si vous voulez bien. Donc, comme je le disais en introduction, vous coprésidez la société Harvest que vous avez créée il y a 28 ans. Vous éditez des logiciels dans les métiers du 30 ans maintenant. Ah bah, mes chiffres sont un peu pas tout à fait. Voilà, comment vous est venue cette idée de créer cette société de création de logiciels spécialisés dans les métiers du conseil financier? Donc on peut tout modéliser, c'est ça que vous nous dites, ça, en fait. Merci pour cette explication. Alors du coup, vous avez d'ailleurs organisé la conférence Orienter l'épargne vers l'économie réelle, là fin 2018, pour réfléchir sur la façon d'orienter l'épargne des Français vers des placements plus productifs. Alors quels sont les leviers que vous avez définis pour justement, parce que là, les Français ont plutôt tendance à investir dans l'immobilier, en fait c'est ça que vous voulez que les Français aillent un peu plus dans d'autres domaines? Mhm.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle, parce que l'immobilier, c'est pas forcément du patrimoine non productif, hein. Qu'est-ce qu'on appelle le patrimoine improductif? D'accord. Alors, parce que les Français n'ont pas confiance? C'est un peu simpliste, oui, effectivement. D'accord. Bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. On a un problème de culture économique, hein. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai monté cette émission il y a maintenant 2 ans, pour justement essayer de faire passer l'économie de manière beaucoup plus agréable et simple que ce qu'on peut entendre partout ailleurs. Alors ça tombe bien que vous parliez un petit peu de ça. Bah, justement, on a en ce moment les cahiers de doléances ou les débats qui vont démarrer. Vous pouvez peut-être y participer en proposant différentes manières de refaire un peu notre éducation. Oui, oui. On n'est pas assez écouté, ça c'est sûr. Bah, la preuve, le mouvement des Gilets jaunes. Oui, mais peut-être qu'il faut tout le temps répéter des choses. Je pense que c'est ça justement, ceux qui... vous êtes un sachant dans le domaine donc de la finance, c'est peut-être bien de répéter les choses, tant pis, peut-être qu'un jour, justement, on va y arriver.
Vous le trouvez plutôt pas mal. Alors revenons justement au levier, à cette conférence que vous avez menée fin novembre avec le Paris School of Economics pour réfléchir sur la façon d'orienter l'épargne des Français vers des placements plus productifs. Alors quel levier avez-vous identifié? Comment on pourrait faire, sachant que la semaine dernière, la bourse, enfin il y a 10 jours maintenant, un petit peu plus, a baissé de plus de 10% d'un coup. Oui, on a compris que c'était les réseaux d'intermédiaires bancaires. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on appelle des family office la plupart du temps. Ils ont un réseau de conseillers. D'accord. Mhm. Bien sûr. Et les services, voilà, on est mieux conseillé.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, vous disiez que l'un des leviers, c'était donc les réseaux de distribution. Mais moi, je vois qu'en 20 ans, le conseiller financier qui existait avant dans les banques et qui vous appelait dès qu'il y avait justement une opportunité d'investissement en bourse, et ça n'existe plus. Oui, c'est vrai. Il y a aussi, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, comment, en tant que particulier, on peut faire si on veut investir, mais voilà, de manière, comment on fait si on ne peut pas avoir ces conseils de par sa banque, on est un peu coincé. Mhm. Mhm. Voilà, et donc quelquefois on travaille avec plusieurs institutions, vous voulez dire. Et alors ça, vous estimez que c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Voilà. Mhm. D'accord. Donc tout le monde finalement peut y avoir accès.
En fait, ne pas hésiter à avoir un spécialiste, finalement, c'est la meilleure manière de ne pas se tromper. Bien sûr. Voilà, donc je vais résumer un petit peu ce que vous avez dit. Déjà, premièrement, des leviers pour orienter les épargnants, ben, c'est déjà soi-même se former à l'économie. Peut-être qu'on a on a du progrès à faire à l'école, peut-être se concentrer sur la création, de savoir ce que c'est que la création de richesses. En fait, en France, on ne sait pas trop ce que c'est. Il faudrait que l'État réfléchisse à des incentives fiscaux. Et puis, il faut que le réseau de distribution financière se transforme un petit peu et la digitalisation va l'y aider. Et puis, nous, le particulier, eh bien, ne pas hésiter à faire appel à des spécialistes, quel que soit le domaine. On a pris l'habitude de prendre des spécialistes en crédit, mais pas pour ces investissements finalement, ou même si on a plutôt tendance à privilégier le livret A, comme vous disiez, et le compte courant, plutôt que de faire des vrais investissements plus productifs. Alors, dernière question, et puis après on va faire une pause musicale, Brice Pinot. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du prélèvement à la source ? Bien sûr. Oui, ben là on attend donc une taxe indirecte sur les entreprises. Mais restez avec nous si vous pouvez, Brice Pinot. On va faire une pause musicale et puis ensuite on va passer tout de suite la parole à Fabrice Evrard. Donc en tant qu'expert comptable, on va lui poser la même question. Philippe, qu'est-ce qu'on passe là du coup ? On passe os, c'est quoi? Oui. Tincoas. C'est portugais, ça? Vas-y, c'est brésilien. Brésilien. Os, c'est quoi ? Os, Tincoas. Oui. Dexa, A, Girard. Bon, je me lève parce que je comprends rien. Ouais, c'est toi qui m'as donné le titre. Je me suis pas fait une petite fiche. Je serais plus concis que notre ami. Oui. Ah oui, os. Donc là, mon micro il est éteint. C'est Ouais, il est éteint. Ok. J'ai toujours peur de souffler dedans. Alors comme ça, quand tu prends la parole, tu appuies dessus. D'accord, c'est les conférences au micro, on met un peu notre pour parler. Bon bah on reprend là. On reprend. Par contre, tout le moment où il parle, ça passe pas à la radio, ça passe pas. Bah je sais, tant pis. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Brice Pinot, coprésident de la société Harvest, et puis de Fabrice Evrard, expert comptable. Et donc, nous étions en train de parler la dernière question que j'ai posée à Brice Pinot, c'était le prélèvement à la source, qu'en pense-t-il? Alors donc, Fabrice Evrard, je vais vous poser la même question. En tant qu'expert comptable, le prélèvement à la source, qu'en pensez-vous? Alors, j'abonde à 200% avec ce qui a été dit par Brice Pinot juste avant, que oui, c'est une charge pour les entreprises, même si on nous a dit, on va dire ouvertement le contraire, publiquement, il faut bien comprendre que la modification des logiciels comptables, la formation du personnel, du coup, des différentes des interlocuteurs au sein de nos cabinets, au sein des entreprises, c'est un coût. Et j'ai bien, entre guillemets, souri quand j'ai vu le ministre, du coup, qui a ouvert une hotline pour répondre à toutes les questions. Donc je pense que cette hotline, elle a un coût. Donc annoncer que ça n'avait pas de coût, alors qu'on ouvre une hotline, il faut être un peu lucide. Après, sur la simplification en tant que telle, là j'ai eu quelques appels, par exemple de ma soeur, de mes parents, sur le prélèvement à la source. On va dire que j'ai dans mon portefeuille de clients, bien entendu, des bulletins de paye à produire.
J'avoue que j'ai un peu peur du coup de la fin du mois quand on va envoyer les bulletins et que le net à payer, là, ce mois-ci, va être singulièrement différent du montant qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Sachant qu'on a remboursé les crédits d'impôt. C'est un montant. Voilà, ça vient de se faire la semaine dernière. Exactement. Donc Je l'ai annoncé, 5,5 milliards ont été reversés aux Français. Tout à fait. Sachant que Il y a eu les aides aussi. Et les crédits d'impôt, principalement. Certains crédits d'impôt. L'inconvénient, c'est que l'avantage pour les particuliers, c'est que là, au niveau de la trésorerie, tout va bien pour l'instant. Par contre, au mois de février, au mois de mars, par la suite, ça va plus du tout être la même. Et il y a aussi une autre problématique, c'est que les changements de taux, s'il y a une erreur dans le taux, parce que l'administration fiscale, elle marche bien, l'administration fiscale, il faut lui jeter la pierre, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais il peut y avoir des fois une petite poussière dans la machine qui va faire gripper tout le système. Admettons que le taux soit erroné, pour diverses raisons. Le temps que la personne, nous en tant qu'experts comptables, on n'a pas le choix. On a l'obligation, on ne pourra rien faire, et les entreprises auront l'obligation d'appliquer le taux. Si on modifie le taux, c'est grave. Donc on devra appliquer le taux par défaut que nous a donné l'administration fiscale. D'accord. Ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes obligé d'appliquer le taux défini par l'administration fiscale. On n'a pas le choix. Donc s'il y a une erreur, comment on va faire ? Il faudra contacter vos centres des impôts. On a essayé, par exemple, pour voir un peu si ça marchait, on arrive à joindre personne. Donc on s'est dit, il faut se déplacer. C'est compliqué. En fait, il y a une énorme affluence en ce moment au niveau des centres des impôts. Même eux, moi j'ai eu la chance de discuter avec des contrôleurs ou des inspecteurs qui m'ont avoué, même eux, c'est un petit peu désarmés parce que là, d'un coup, il y a beaucoup de particuliers. Alors nous, en tant que professionnels, on a une connaissance des normes, donc on parle le même langage qu'eux, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Les particuliers, vous leur prenez 1 euro, surtout en plus en pleine période avec les gilets jaunes. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne année. Malheureusement, elle a été lancée cette année, un manque de chance. Il va falloir, en fait, quand vous aurez un problème avec votre taux, il faudra avertir votre centre des impôts qui va le modifier. Comment il faut l'avertir ? Il faut faire une lettre en recommandé, puisqu'on n'arrive pas à les joindre. Il faut y aller faire la queue. Comment on fait ? Vous avez 3 possibilités, enfin même 4, les appeler, envoyer un email, vous déplacer physiquement et après envoyer un courrier en recommandé. Je vous conseillerais les 4. Il faut faire les 4. Brice Pinot, Pinot, vous êtes d'accord ? D'accord. En fait, et le taux, la modification du taux, c'est là où vous le modifiez, ça ne va pas être modifié tout de suite. Il va y avoir peut-être 1-2 mois de délai, le temps que ça se mette en place. Et dans cette réforme, fondamentalement, elle n'est pas si mauvaise. C'est-à-dire que ce soit contemporain du montant, j'ai pas de souci avec ça pour les retraités et les salariés. Mais les gens comme moi qui sont en profession libérale ou les gérants majoritaires, on n'est pas concernés par cette réforme. Nous, ça change strictement rien, c'est-à-dire qu'on va être au système de la compte et on va régulariser l'année d'après. C'est comme ça fonctionne actuellement pour vous. Le système actuel, c'est que vous payez des acomptes en N et vous régularisez en N+1. Bien sûr. Et je rejoins Brice Pinot par rapport à ce qui a été dit sur la manque de culture financière. Allez expliquer du coup à des gens dans 5 ans qui ont été habitués à être prélevés à la source en tant que salariés, qui vont devenir des chefs d'entreprise avec ce système de la compte, avec la régularisation en N+1, leur expliquer le RSI, maintenant l'URSSAF, leur expliquer le système de la compte et de la régule, ça va être compliqué. Régule, ça veut dire régulation, j'explique pour les auditeurs. Excusez-moi pour le langage professionnel. Donc, voilà. Oui, donc ça reste quand même assez compliqué. Ça reste assez compliqué. Je pense qu'on a ajouté une complexité malvenue. C'est exactement la même chose sur le bulletin de paye. On a simplifié le bulletin de paye en apparence pour le salarié, sauf que les bases de calcul qui sont derrière, cachées, le salarié ne voit pas, le salarié ne voit qu'un regroupement de charges. Ça reste très complexe. Il y a toujours 10 ou 12 lignes de pourcentage, même plus. Même pour vous dire, moi en tant qu'expert comptable, je passe par un prestataire de paye. J'ai externalisé la fonction paye. Parce que ça ne m'intéresse pas de m'amuser avec des bases et des taux. J'ai pas fait 8 ans d'études pour faire ça. Donc je sous-traite cette partie-là. Brice Pinot. Et tout à fait, c'est une source en fait d'irritabilité. Fabrice Evra. S'excite, c'est une source d'irritabilité pour les gens au quotidien. Et prenez oui, ça fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de gens en fait. C'est pour ça que les gens s'énervent. Et c'est improductif. Mais c'est normal qu'on s'énerve pour si peu. Et ça nuit à l'entreprise, effectivement.
Et dans un autre domaine, après, la problématique du prélèvement à la source, c'est qu'on apporte on a porté la responsabilité sur l'entreprise. Le problème, c'est que les entreprises qui vont mal, est-ce qu'elles ne vont pas avoir forcément tendance à garder un petit peu sous le coude les montants prélevés sur les bulletins de paie, parce que c'est de la trésorerie, hein. Donc vous ne l'avez pas reversé. C'est exactement la même chose que la TVA. La TVA, vous la collectez sur vos clients, vous devez la reverser à l'État à un instant T. Là, j'ai un peu peur, parce que le taux de recouvrement de l'impôt n'était pas si mauvais en France. Là, avec les entreprises... Tout à fait. Le système fonctionnait. Pour ça que moi, je me suis étonné pourquoi... Ah, donc là, oui, j'avais pas vu cet aspect-là. Donc là, vous pensez, Fabrice Obrard, que lorsque une entreprise sera en difficulté, elle va conserver la trésorerie ponctionnée sur les salaires? On est honnête en tant que je suis entrepreneur, je suis honnête, je veux payer bien entendu les charges. Mais une entreprise, on voit des fois, il y a ce qu'on appelle du décalage de TVA. C'est pas une pratique courante, mais les impôts sont très vigilants, très vigilants là-dessus. D'accord. Il y aura un risque. Donc, on va être vigilant en tant qu'expert comptable à vérifier que les gens ne font pas ce genre de choses. Donc finalement, la mensualisation, tout simplement, aurait été peut-être plus simple. C'était moi ce que je pratiquais auparavant à titre personnel. Du coup, en tant que salarié, ça fonctionnait très bien. Et là, il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de souci éventuellement de se voir, comme vous dites là, ce que vous avez soulevé, le problème de voir la trésorerie des salariés pour une entreprise en difficulté. Bon, ça, l'avenir nous le dira. Et surtout, juste une dernière petite note, en fait, c'est qu'on a le système fiscal français est complexe entre les revenus salariés, les pensions, les revenus de capitaux mobiliers, les BNC, les BIC, enfin les bénéfices non commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux, les revenus de capitaux mobiliers, la complexité administrative fiscale française fait que notre système fiscal n'est pas comparable avec d'autres pays. Systématiquement, on compare avec d'autres pays, mais ils n'ont pas la même fiscalité et la même complexité administrative. Donc c'était un petit peu illusoire de penser, et on l'a vu, c'est ce que le gouvernement a fait, c'est que pour les salariés, on prélève à la source, par contre pour les professions libérales, non, il y aura un système d'acompte. Merci beaucoup pour votre expertise, Fabrice Obrard. Alors, on va changer de sujet, si vous voulez bien. Avant de passer aux ICO, donc au Bitcoin et à autres monnaies virtuelles, j'aimerais qu'on parle de la flat tax, si vous voulez bien, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, j'en ai pas du tout parlé l'année dernière, et elle est toute nouvelle, c'est cette année qu'elle se met en place. Donc, expliquez-nous ce nouvel impôt, finalement, qui s'appelle la flat tax. Alors, l'avantage de la flat tax, c'est que pour une fois, on a fait quelque chose d'assez simple. Un taux unique, 30%. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il comprend les charges, les prélèvements sociaux, donc c'est le GCRDF, et l'impôt. Donc c'est tout bête. Et appliqué du coup à une base de calcul standard. Alors ça concerne qui déjà pour commencer, la flat tax? Principalement les revenus de capitaux mobiliers, les dividendes et puis les rachats d'assurance vie. Ça c'est pour tout le monde, pour tous les particuliers, ou c'est seulement pour les chefs d'entreprise? Absolument pour tout le monde. D'accord. L'intérêt, c'est que vous allez avoir deux possibilités. Soit opter pour la taxe flat, qui s'appliquera sur l'intégralité de vos revenus de même nature, ou alors le barème progressif. C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple sur les dividendes, vous aviez des dividendes, soit vous optez pour la taxe flat, soit vous optez pour le barème progressif et vous conservez vos abattements. C'est juste qu'il faut être bien... Ça c'est pas très clair dans la tête, moi, de mes clients, c'est que si vous optez pour la taxe flat... Pour la flat tax, on va dire. Pardon, la flat tax, il n'y a plus d'abattement, en fait. Donc, c'est la base de calcul, vos dividendes fois 30%, ça comprend votre impôt et vos prélèvements sociaux. Alors que si vous êtes dans le régime progressif, dans le barème progressif de l'impôt, vous avez votre abattement et après vous rentrez dans le barème progressif. Donc il y a toute une petite gymnastique, mais en fait elle est assez simple. Si vous êtes fiscalisé dans la tranche marginale au-delà de 14%, la taxe flat sera forcément intéressante pour vous en général. Mais il faut faire le calcul, parce qu'une fois qu'on a déterminé qu'on optait pour la taxe flat, on opte pour l'intégralité des revenus. Donc si on coche la case flat tax, en fait, ça veut dire on va être imposé, c'est ce que vous venez de nous dire, sur ce régime-là. Et ça n'est pas intéressant si on est en dessous de 14% d'impôt. C'est ça que vous nous dites. Sur le barème général. Alors il faut faire attention, parce qu'en matière de fiscalité, il y a toujours des exceptions, il y a toujours le cas atypique. Donc il faut faire attention, il faut faire le calcul, il se fait assez simplement le calcul. Donc finalement, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'un particulier, comme un chef d'entreprise, doit aller voir un expert comptable pour se faire aider, après tout? Alors oui, en fait... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'experts comptables spécialisés dans les particuliers pour le moment. On les pousse indirectement, en fait. Vu qu'on accompagne la majorité des chefs d'entreprise, qui sont des particuliers, on n'est pas si mauvais que ça en matière de fiscalité. D'ailleurs, il y a une opération chaque année qui s'appelle Allo Impôt. C'est un numéro vert en fait, où les particuliers peuvent appeler directement et c'est des experts comptables comme moi qui répondent gratuitement aux questions. Et c'est Georges Brispino, c'est que la culture économique des Français et en matière de fiscalité, c'est d'autant plus flagrant. Les questions ça va du très basique, par exemple, est-ce que je rattache mon enfant à mon foyer fiscal, à des gens qui confondent de l'éducation nue
avec de la location meublée. C'est pas du tout le même régime fiscal. Les gens font un petit peu, des fois, il y a un amalgame ou une sauce un petit peu particulière. Il faut dire que c'est tellement compliqué la fiscalité chez nous que c'est un peu normal de faire des petites confusions quand même par moment. Bah, j'ai eu le cas, une petite anecdote, quelqu'un qui payait l'école de commerce de sa fille et qui déduisait de ses impôts. Parce que, bah, c'était une charge, donc pour lui, il fallait bien, sinon il ne pouvait pas survivre. Bah, j'ai dit, monsieur, enfin, malheureusement, dans le code général des impôts, ça ne rentre pas. Donc, non, malheureusement, votre déclaration est erronée. Ça, c'est les Américains qui font ça, c'est pas les Français. Non. Brice Pruneau. Fabrice Ebra. Alors, je suis d'accord sur la partie américaine. J'ai une amie qui est américaine. Elle a clairement l'habitude d'aller voir un avocat, enfin, un avocat qui fait ses déclarations d'impôts. Un avocat fiscaliste. Exactement, et elle paye. Pour eux, c'est normal. Il y a un service qui est rendu. En France, nous, on vient de voir, c'est gratuit. Nous, on a du mal à payer pour le service, en fait, en Exactement, France, les gens quel que pensent soit le que- service, de toute Exactement. façon. Les gens pensent que c'est inclus, que c'est gratuit, qu'on est là pour ça, ou même les notaires, effectivement, c'est gratuit. Donc, je suis d'accord avec M. Pinault, c'est que effectivement, on a déresponsabilisé une partie des gens. Après, je pense qu'on peut pas leur décharge, je pense qu'on peut pas leur en vouloir. Je pense que la majorité des gens n'est pas en mesure, je pense n'est pas en mesure de lire tous les textes fiscaux. Même pour nous, c'est quand même suffisamment complexe. On voit une déclaration de 2042 ou une 2044, enfin, toutes les annexes, ça reste quand même suffisamment complexe. Et les gens, malheureusement, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas être des spécialistes de la déclaration fiscale. Merci beaucoup Fabrice Ebra pour nous avoir éclairé sur la flat tax. Donc on rappelle, c'est ce nouvel impôt à 30% sur tout ce qui est capitaux mobiliers. Donc il faudra que vous choisissiez, si vous êtes dans ce cas, si vous avez des investissements donc, en capitaux mobiliers, il faudra que vous choisissiez entre la flat tax ou pas la flat tax, ou garder le régime que vous aviez actuellement. Et pour ça, il faut vous faire aider, car selon votre tranche d'imposition générale, c'est ça qui doit vous guider dans ce choix. Donc n'hésitez pas à aller voir un conseiller fiscal ou bien un expert comptable. Finalement, ils sont là pour ça. Ou un conseiller en gestion de patrimoine, il y en a suffisamment. Voilà. Mais les gens n'osent pas aller franchir la porte du coup des conseillers des CGP. Et juste pour les experts comptables, j'ai passé le DU de l'OREP, du coup, dont M. Pinault parlait, du coup, de Clermont-Ferrand. Donc on a aussi quand même des cursus complémentaires en tant qu'expert comptable qui nous permettent d'avoir plus qu'un vernis, d'avoir des réelles compétences en accompagnement des particuliers. Allez, on va faire une nouvelle pause musicale, si vous voulez bien, Fabrice Ebra et Brice Pinault. Et puis ensuite, on va aborder enfin ce sujet de la blockchain et puis des investissements en monnaie virtuelle. On n'a pas le temps de mettre on pourra pas mettre la Non, on la mettra demain ou après-demain, je sais pas. Non, pas après-demain, on a trop de monde en studio. On parle trop. On parle trop. Vous êtes là pour ça. Tout à fait. Il faut dire des choses intelligentes. Donc plus on parle, moins on risque de dire des choses intelligentes. Alors, vous préférez qu'on parle, Fabrice, en mots d'ICO? Ouais, ICO, pareil, ICO. Le paragraphe sur la notion de ITO, du coup, Initial Token Offering, où c'est un abus de langage en fait, ICO, parce que c'est réservé qu'à une seule catégorie d'actifs numériques. Vous appelez ça des actifs numériques? Comment vous appelez ça? Il y a crypto-actifs, il y a plusieurs. Et en fait, il n'y a pas de définition, c'est plutôt sensu. Il y a des définitions différentes entre le monde juridique, le monde fiscal et le monde comptable. Alors, l'autorité des normes comptables a publié un texte, un règlement là, au mois de décembre, qui est ultra important pour nous, qu'on attendait depuis des mois. Qui a publié ça? L'ANC, l'autorité des Ah, normes. l'ANC, d'accord. L'autorité des normes comptables. Ah oui. Je suis aussi commissaire aux comptes.
Parce que d'ailleurs, je suis là à un titre du groupe de travail. Tiens, je montre voir Francky, On va regarder. Oui, 30 secondes, parce qu'on va reprendre vite. Je sais, nous. D'accord. Vous préférez que... Oui, de toute façon, je vais dire que vous êtes commissaire au compte. Ouais, Hein. en fait, je fais partie du groupe de travail de la CRCC de Paris, groupe de travail informatique de la CRCC de Paris. Ils m'ont demandé de la présenter, je suis là, c'est eux qui m'ont envoyé. Oui, c'est vrai, on va peut-être... Donc, je leur rends un petit peu hommage. Bah oui. Et puis on va saluer nos auditeurs sur Facebook parce qu'on ne l'a pas encore fait. Et on a plusieurs auditeurs qui nous suivent, ils sont là, certains sont là, je vois. Les vidéos sur Facebook, vous les supprimez au bout d'un moment ou alors Pardon? Non, je les laisse. D'accord. Vous pourrez toutes les regarder si vous voulez. D'accord. Vous pourrez réécouter toutes les émissions. Oui, puisqu'on retransmet en Facebook. Je ne l'ai pas dit à Brice Pinot, j'ai oublié de lui dire qu'on retransmettait en Facebook. On y retourne. Nous voici de retour au bar de l'économie. Côté musical, aujourd'hui, on a choisi de vous passer des nouveautés. Et ça, c'est un tout jeune groupe. C'est le groupe The Pirouette. Je vous conseille d'aller l'écouter et réécouter. C'est adorable. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Brice Pinot, qui co-préside la société Harvest. C'est un éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers du conseil financier. Il nous a longuement parlé de comment un particulier pourrait faire des placements plus productifs et non pas que laisser son argent sur des comptes courants ou des livrets de caisse d'épargne. On a eu plusieurs pistes. Et puis maintenant, on est avec Fabrice Eurard, qui est expert comptable, mais aussi commissaire aux comptes. D'ailleurs, il représente les commissaires aux comptes de Paris, parce que vous avez créé un groupe de travail sur... on va dire la crypto-monnaie, vous dites ICO en fait. On va aussi saluer nos auditeurs de Facebook, puisqu'on retransmet cette émission sur Facebook et je ne les ai pas encore salués ce matin. Voilà, donc ils sont avec nous aujourd'hui aussi. Alors, vous parlez ICO, crypto-monnaie, et puis l'ANC, donc c'est l'autorité de régulation des commissaires aux comptes, on peut dire. C'est plus large que ça, c'est l'autorité des normes comptables, en fait, c'est l'organe qui publie les règlements qui s'appliquent après aux experts comptables et aux commissaires aux comptes et à toutes les sociétés commerciales françaises. Alors vous avez donc, ils ont publié un livret qui régule un petit peu ce marché. Tout à fait, en fait il y avait des problématiques, en fait les ICO au cours de l'année 2017-2018, comme certaines sociétés françaises ont fait des levées de fonds en crypto-monnaie, on avait des problématiques de comptabilisation, parce qu'en fait c'est très complexe le monde des cryptoactifs. Donc l'ANC, l'ordre des experts comptables et la compagnie des commissaires aux comptes ont chacun réfléchi. On crée des groupes de travail dont je suis membre d'ailleurs des deux. Et l'ANC a produit un règlement qui a permis de nous définir les règles comptables applicables à ce type d'opération. Alors comment fait-on donc est-ce que c'est une nouvelle manière vraiment d'investir? Parce que là aussi, autant la bourse a chuté de 10% il y a 10 jours, mais la crypto-monnaie aussi. C'est pire, voilà. Est-ce qu'il faut y croire encore dans cette nouvelle monnaie? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faut y aller? Comment? Expliquez-nous. Alors, il faut savoir que le Bitcoin, je prends juste l'exemple du Bitcoin, sa mort a été prédite des dizaines de fois. Alors, le Bitcoin, c'est la première monnaie, on va dire, c'est le premier nom de monnaie, parce qu'il y en a plein des monnaies, il y en a... Voilà. Donc, mais on va dire que les 10 plus connus, disons, il y a 3-4 monnaies qui sont quand même, qui sortent un peu du lot. Hein, Le Bitcoin, l'Ether, le Dash, le Monero, voilà. Principalement. Et donc, il y a des entreprises qui ont déjà commencé à investir, à jouer de l'argent sur ces monnaies-là? Alors, on a plutôt des sociétés... alors, il y a tout un écosystème, hein, parce qu'on parle de la blockchain, parce que on va refaire l'historique. La blockchain, la technologie de blockchain, n'est pas forcément liée aux cryptoactifs. D'accord, ça arrivait en second plan. C'était pour financer les projets de blockchain. On a fait des levées de fonds, c'est-à-dire on a émis des jetons numériques que les gens ont pu acheter. Du coup, les particuliers ont pu acheter, ce qui a permis de faire financer du coup une partie significative du développement des technologies de blockchain. Par la suite, du coup, on a eu d'autres des problématiques fiscales et comptables et juridiques qui se sont greffées par-dessus. Après, on a eu les problématiques comptables et fiscales. On a essayé de résoudre le problème. Enfin, le gouvernement a voulu faire de la place de Paris la principale place des ICO au niveau mondial, dont le Visa MF, dont on pourra parler après par la suite. Voilà. Alors donc ces entreprises ont investi et forcément vous, expert comptable, ça vous crée des problèmes. Bien sûr. Alors, investi ou
soit ont émis plutôt du côté émetteur de SEO, donc celui de la personne, on va comparer ça à une introduction en bourse. Donc vous avez des sociétés qui ont du coup qui ont fait leur SEO et d'autres qui ont investi dans les SEO. Est-ce que c'est une vente de livraison de biens en physique ou immatériel? Est-ce que c'est une prestation de service? Donc, et nous les comptables, enfin les experts comptables et les commissaires aux comptes, l'expert comptable, nous on met les choses dans une case. Si je schématise et le commissaire aux comptes, on va vérifier qu'on met ça dans la bonne case. Je schématise, mes confrères vont hurler quand ils vont m'entendre. Oui, mais si l'auditeur veut comprendre, c'est bien de l'avoir dit comme ça. C'est ce qui est le plus simple. Là, le problème, c'est que ces cryptoactifs, on ne savait pas dans quelle catégorie. Donc, la vision du bilan, imaginez, vous faites une SEO demain matin, vous levez, je ne sais pas, 10 000 bitcoins, d'accord? Donc, c'est-à-dire vous levez à peu près 3 millions d'euros. Ces 3 millions d'euros, c'est uniquement, du coup, c'est votre seule activité de l'année. Où est-ce que je dois comptabiliser ça? C'est du chiffre d'affaires. Est-ce que là, vous devez éventuellement payer de la TVA ou pas? Vous devez payer de l'impôt société ou pas? Et vous voyez les problématiques, c'est-à-dire que votre bilan est totalement faux, parce que demain, si vous allez voir des tiers investisseurs avec ce bilan, si on l'a mal catégorisé, du coup, on va peut-être vous octroyer des prêts classiques à mauvais escient. Et là, on prend engager la responsabilité du professionnel qui est derrière, qu'il soit expert comptable ou commissaire en compte. Donc oui, on avait un vrai enjeu de comptabilisation. Alors, qu'est-ce qui le ressort de la loi Pacte, puisqu'il y avait quand même un espoir. Moi, j'avais vu des notes, moi, du ministère de l'économie qui allait favoriser donc toutes ces monnaies virtuelles. Bon, on ne va pas parler de la technologie blockchain. J'ai déjà fait une émission sur ce sujet il y a presque un an maintenant. La technologie blockchain, c'est une technologie informatique. Ça n'a rien à voir avec les monnaies virtuelles. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir. C'est que c'est une technologie à part entière, alors que la monnaie virtuelle est un bien d'investissement ou pas, selon si on considère que ça l'est. Donc, qu'est-ce que dit la loi Pacte sur ce sujet? Alors, il y avait des très bonnes choses dans la loi Pacte, dans le projet de loi Pacte, parce que c'est un projet. Le projet de loi Pacte, on avait surtout deux articles, l'article 26 et 26 bis, qui permettaient du coup de créer un visa, enfin qui crée un visa optionnel qui aurait été donné par l'AMF, par l'autorité des marchés financiers, qui aurait permis de sécuriser les startups françaises dans leur levée de fonds, du coup de les accompagner, d'être un petit peu le garant moral. Et surtout d'avoir accès à un compte bancaire. Parce qu'actuellement, les sociétés françaises, les quelques sociétés françaises, il y en a environ une soixantaine, la soixantaine de sociétés françaises qui ont fait des levées de fonds cryptoactifs, le problème, c'est que le compte bancaire, demain, le compte bancaire en fait est clôturé. Soit à l'ouverture de la société, parce que les banques analysent du coup l'objet social, et si on marque clairement le mot blockchain ou cryptoactif, en gros, on vous refuse l'ouverture du compte bancaire. Si vous arrivez à passer cette étape de première ouverture du compte pour la création de la société, à un moment ou à l'autre, vous allez devoir récupérer ces cryptoactifs, parce que ces cryptoactifs, on vous les a donnés, d'accord, les particuliers vous les ont donnés, en échange des tokens que vous avez mis. Le problème, c'est que ces cryptoactifs, il faut les rapatrier du coup, sur votre compte bancaire français pour payer vos impôts, pour payer vos salariés. Et là, il y a un problème, parce que du coup, quand vous allez récupérer les fonds, du coup, ça vient de certaines plateformes qui s'appellent, vous avez Kraken qui est la plus connue, la banque a un devoir d'alerte, c'est-à-dire que par rapport à nos obligations, toutes les professions réglementées, que ce soit avocat, huissier, expert comptable, commissaire aux comptes, enfin, on est très nombreux, on est soumis à une obligation par rapport de vigilance par rapport au blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc en fait, on doit déclarer quand on a des soupçons d'un organisme qui s'appelle Tracfin, la brigade financière. La problématique, c'est que la banque, elle, s'est automatisée. Elle voit un virement de Tracfin, elle voit un virement de Kraken, automatiquement, elle va prévenir Tracfin et elle va bloquer le compte, tout simplement. Et du coup, on se retrouve sans compte bancaire. Moi, les startups que j'accompagne, j'ai un compte bancaire français, du coup, qui sert uniquement à payer des charges classiques, et on a des comptes bancaires à l'étranger, parce qu'aucune banque Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix, parce que le compte est bloqué. Ça fait le 6 ou 7e compte bancaire par lequel on essaye le 6 ou 7e partenaire bancaire, qui à chaque fois, toujours c'est les mêmes motifs. C'est logique, je ne leur jette pas la pierre, je ne leur rends pas de la respecter. Oui, et puis de toute façon, tout est informatisé, donc en fait, ça se fait automatiquement, comme vous avez dit. Tout à fait. Donc alors, comment on peut faire, comment on va faire? Est-ce qu'en France, on y croit à la crypto-monnaie? Alors là, récemment, le Sénat, du coup, le texte est passé au Sénat, et les amendements ont été balayés, du coup, Par le Sénat. On aurait le visa optionnel, mais on n'aurait plus l'obligation d'avoir une ouverture d'un compte bancaire. Donc, on a gagné 50%, parce que le visa MF, moi, pour mes startups qui voyagent pas mal à l'international, les gens leur demandent est-ce qu'ils ont le visa. Donc on leur dit non, c'est pas encore actif, ça va arriver. Donc il a déjà ce visa avant même d'être actif, entre guillemets, il a une visibilité au niveau international. Parce que ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, on n'a pas résolu le problème du compte bancaire, et je vois mal, là, M. Pinault, une entreprise française classique qui arrive à fonctionner sans compte bancaire. Bah, ça,
Je pense que c'est difficile. Sans commentaire. Ou alors il faut un compte, comme vous dites, à l'étranger et faire tout le temps des voyages à Ouais, mais l'étranger. ça devient compliqué parce qu'après il y a des soupçons. Parce qu'après, quand vous allez avoir un contrôle fiscal, allez expliquer que vous avez des comptes bancaires en Suisse, en Estonie, à Chypre, à Malte, alors que vous avez une société qui est d'exploitation qui est en France. Donc, Mais bon, est-ce que donc on y croit alors oui, en fait, on voit le bout du tunnel. En fait, on avance doucement, mais sûrement. En fait, je tiens à saluer quand même j'ai été très critique vis-à-vis de l'ANC, mais finalement, il faut quand même leur rendre hommage. Ils ont réussi à produire un texte, un règlement. Enfin, pour les professionnels, c'est quand même quelque chose de très, très lourd, un règlement. En moins de 6 mois, 8-9 mois, ils nous ont produit un règlement. Alors, il faudra plutôt 1 an à 2 ans, dans un espace très court et qui a répondu à 80% des questions. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, en fait, les juristes et les fiscalistes attendaient après les comptables pour produire des normes. Nous, on a apporté notre pierre à l'édifice, on a apporté la première pierre. Les juristes, bon, eux, ils ont l'habitude de débattre, de parler, donc eux, ils avaient déjà apporté pas mal de normes et de textes, dont le texte sur la définition de la blockchain et l'autorisation de création de blockchain pour le dépôt des titres financiers. Et maintenant, il y a les fiscalistes. On va l'attendre, du coup, on attend Bercy, parce que le traitement fiscal n'est toujours pas homogène. Alors comme c'est complètement numérique, ces crypto-monnaies, ça reste quand même difficile à appréhender pour le public, je pense. Et pourtant, les Asiatiques, ils vont à fond dans la crypto-monnaie. Est-ce qu'on peut, Brice Pinot, vous trouvez que c'est un moyen d'investissement justement pour vous ou pas? D'accord. Et pourquoi? Non, et pourquoi? Ah, vous trouvez que c'est pas de développement durable? Mhm. Alors ça, oui, ça, c'est ce qu'on dit. On va demander justement à Fabrice Ebrard ce qu'il en pense. Alors, il y a 3 points sur l'email, la consommation énergétique de l'email. Alors, juste, on a prédit la mort aussi de l'email des dizaines de fois. Enfin, l'email est mort, vive l'email, hein, parce que je pense qu'on en reçoit tous des quantités, des grands- Énorme. Moi, j'en reçois plus de 100 par jour. Donc, Moi aussi, enfin, moi j'en aimais beaucoup, mais, même si j'utilise les WhatsApp, les Slack, ce genre de choses, mais bon, c'est encore le mail est le moyen, la preuve, en matière de preuve qui est quand même l'idéal. Donc ça, c'était bon. Ok. Sur la consommation énergétique, il faut savoir que je donne toujours en conférence l'exemple du distributeur de billets qui est au fin fond du Larzac, qui a allumé depuis 30 ans. Est-ce qu'on s'est posé la question de sa consommation énergétique? oui, c'est pas une question. Maintenant. Et là, le Bitcoin, ça c'est un faux argument, parce que je vous donnais un argument écologique que j'ai cité. Vous avez une ferme de Bitcoin de minage qui est à côté d'une piscine, du coup, donc qui chauffe la piscine. Voilà. On a l'exemple de data center qui, du coup, aussi chauffe des écoles, ce genre de choses. C'est qu'on peut avoir des mutualisations, parce que vous avez une conséquence du coup du minage, c'est-à-dire la validation des transactions sur la blockchain, c'est la consommation énergétique. Il suffit juste de recycler cette énergie. Et il faut savoir que les fermes de minage, elles ne sont pas en France ni en Europe, hein, elles sont au Kazakhstan. Donc elles sont vers des barrages, mais généralement ils vont là où l'énergie n'est pas chère. Et il faut juste petite précision, il y avait un amendement qui a été proposé, c'était d'exonérer les mineurs de crypto-monnaies de la taxe sur l'électricité, qui a permis de remettre le coût de l'électricité à un niveau très compétitif et de faire revenir les mineurs. Et pourquoi c'est important de faire revenir les mineurs en France?
c'est que ça permettrait, si on a les mineurs qui ont leurs installations en France, qui maîtrisent entre guillemets la technologie blockchain, bah, ça permet, c'est des projets d'envergure, parce que si vous n'avez pas les interlocuteurs qui maîtrisent la technologie, je ne vois pas comment vous pouvez développer des applications innovantes. Voilà, et on sait très bien qu'on peut développer beaucoup d'applications innovantes grâce à cette nouvelle technologie informatique qu'est la blockchain. Tout à fait. Juste après ce deuxième point sur le délit d'initié, ce que ça porte son nom, il n'existe pas en fait sur la blockchain, sur les mondes des cryptoactifs, vous n'avez pas de problématique de délit d'initié, c'est que les gens peuvent manipuler le cours sans problème, on l'a vu, il y a eu des cas réels où on peut manipuler les cours. Alors ça c'est un danger, malheureusement on ne peut pas réguler ce qui n'est pas régulable. Internet n'est pas réglementé en tant que tel. Après c'est à chaque pays de voir là où il souhaite aller avec ces technologies. Juste sur le blanchiment d'argent. Bon. Effectivement, il y a quelques années, je dis bien quelques années, les flux étaient surtout utilisés pour payer des services, on va dire, principalement illégaux, c'est-à-dire si vous voulez acheter des stupéfiants, vous payez, c'est pas du coup pas avec un virement bancaire, mais via des cryptos. Il faut savoir que les principales blockchains, que sont Bitcoin, je vais prendre Bitcoin en l'occurrence, mais c'est pseudonyme. Ou l'Ethereum, oui. Il y a eu des cas en Hollande où la police a réussi à retracer des flux et a réussi à retrouver les dealers qui étaient derrière. Donc finalement, je vais vous renvoyer la balle. Finalement, les espèces, est-ce que c'est pas aussi un moyen de financer du coup le trafic de stupéfiants? Et pourtant, c'est ce que les États essaient de réguler en limitant l'espèce. Donc le problème du blanchiment, il existait déjà auparavant avec les espèces et ça choquait absolument personne. C'est juste que là, c'est un actif numérique. Ce qui pose vraiment problème, c'est que c'est un actif numérique qui ne connaît pas de frontières. Donc vous êtes un narcotrafiquant colombien, vous pouvez envoyer vos bitcoins du coup en France sans problème. Alors que envoyer des mallettes de billets de la Colombie à la France, c'est un petit peu plus compliqué. Alors il nous reste 3 minutes d'émission. Brice Pinot, votre avis? Voilà, donc ça c'est clair. Et vous, donc, Fabrice Evrard, alors, pour conclure? Il faut savoir qu'il y a quand même déjà des contrats à terme. Donc, pour l'auditeur, c'est-à-dire des achats d'options qui vont aux États-Unis, qui commencent à réfléchir à faire ce type de contrat sur le marché à terme. Pour l'instant, non, c'est pas forcément un actif dans lequel je conseillerais à investir, sachant que j'ai pas le droit de conseiller des placements. Dans lequel, c'est un actif risqué, clairement, pour l'instant, c'est pas un gadget, on est au-delà du gadget, mais ça, si on investit, c'est en connaissance de cause, et il faut être prêt à accepter de perdre 100% de son placement. Et même, ce que je dis à mes clients, quand on m'annonce des placements ultra rentables, il n'y a pas de rentabilité sans risque. Malheureusement, c'est ce que vous payez systématiquement. Le risque, on peut le limiter, mais c'est au détriment de la performance. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Merci Brice Pinot d'avoir participé au Bar de l'économie sur FM. Merci Fabrice Evrard. Je vous retrouve moi dès demain. Demain c'est une émission spéciale Paris Image Digital Summit. C'est le fameux festival qui démarre lundi prochain. On va donc vous parler de tout ça en avant-première. Et on va se quitter comme d'habitude avec une jolie pépite musicale. Bonne fin de journée, à demain. Il est au téléphone. Allô? Allô? Oui, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bon, c'est dommage que vous n'ayez pas de visu parce que c'est quand même plus pratique pour faire les échanges. Mais en tout cas, grand merci de nous avoir téléphoné parce qu'on a un gros problème de standard. Voilà, qui est sans doute vieillissant et du coup Orange n'a pas réussi à trouver la panne pour le moment. Oui, ça s'est très bien passé. Si vous voulez réintervenir sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir ou même nous envoyer, parce que j'ai vu que vous aviez des spécialistes dans votre équipe. Et si vous voulez nous envoyer des spécialistes de temps en temps, il n'y a pas de souci, un petit quart d'heure de parole, ce sera avec plaisir. Bonne journée, au revoir. Au revoir monsieur. Bon on a presque tout dit. C'est compliqué, comme vous avez investi, non, pour voir. Oui, en fait, il faut surtout avec des conférences avec des gens qui n'en avaient même pas. On ne peut pas comment parler d'un sujet si on oui. Mais du coup, tous les jours, vous regardez, je suppose. Ouais, j'ai pas non plus des sommes, puis j'ai perdu. Vous avez perdu? Avec la baisse, mais honnêtement, je suis revenu à mon niveau de départ. Donc, moi,